Aujourd'hui, je vous propose des témoignages de rencontres avec le Dogman qui sortent réellement de l'ordinaire. Ici, les rencontres sont atypiques et les créatures sont surtout atypiques, ou les événements qui entourent la rencontre, c'est assez extraordinaire. Si vous êtes quelqu'un qui décroche facilement de ce genre d'histoire ici, vous allez décrocher, je vous le garantis. Mais moi, j'ai des questionnements sur le deuxième témoignage d'ordre physiologique. La créature fait quelque chose qui semble impossible. Encore que rencontrer un dogman semble impossible et pourtant des milliers de témoins à travers le monde en ont vu. Je tenais à dire que tous les témoignages que vous allez entendre aujourd'hui dans la vidéo ont été récupérés par Linda Godfrey. Est-ce que ça ajoute une touche de crédibilité au témoignage? Peut-être que oui, peut-être que non. Je vous laisse juge de ça. Mais justement, la première créature que vous allez entendre aujourd'hui, c'est une créature qui ne semble pas tout à fait être encore dans notre dimension, comme s'il manquait des informations à ce qu'elle soit complètement en 3 dimensions. Vous allez voir, c'est quand même extraordinaire. Notre premier témoignage s'est produit en 1969 dans la ville de Brunswick, en Ohio, alors que 2 frères âgés de 5 et 8 ans et leurs 3 sœurs âgées de 9 et une paire de jumelles âgées de 11 ans jouaient dans la cour arrière de leurs grands-parents. Ils ont soudainement aperçu une créature étrange qui se tenait debout et qui mesurait au moins 2 mètres de haut. La créature semblait être en 2 dimensions, comme si elle était faite de carton. Les enfants se sont bien évidemment mis à crier parce qu'ils avaient peur de la créature. Ils ne comprenaient pas ce que c'était. La créature s'est retournée vers eux et ils ont bien vu que la créature était vraiment mince, comme si c'était un carton. Puis elle s'est retournée et ils ont su que la créature les regardait. Beaucoup plus tard, un des frères a dit que la créature était le mal incarné. Les cris des enfants vont attirer l'attention de la grand-mère qui est la seule adulte à l'intérieur de la maison cette journée-là. La grand-mère va sortir sur le porche et va regarder la créature. Elle va rentrer immédiatement à l'intérieur, chercher un balai, puis va ressortir à l'extérieur pour protéger les enfants avec son balai. Très franchement, je ne crois pas que le balai aurait changé quelque chose si la créature avait été menaçante ou avait attaqué les enfants. Mais la créature s'est tout simplement déplacée jusque dans le petit bois à côté de la maison, puis a disparu. Jamais ils vont revoir cette créature. Et la grand-mère, elle, n'en parlait tout simplement pas, parce qu'elle était religieuse, c'était une Italienne très religieuse, qui croyait que de parler de cette créature l'attirait et qu'elle reviendrait. Et ce qui est intéressant ici, c'est que les enfants, malgré les années plus tard, ils se sont perdus de vue, lorsqu'on les a interviewés, ils ont dit et décrit la même chose, la même histoire. C'était une créature en 2 dimensions qui ressemblait à un loup-garou ou un loup qui marchait sur ses pattes arrière et qui mesurait plus de 2 mètres de haut. Le grand-père, lorsqu'il est arrivé à la maison cette journée-là et qu'il a entendu la description des enfants et de la grand-mère, a dit que c'était probablement une créature qui venait d'une autre dimension. D'où est venue cette conclusion? L'histoire ne le dit pas. Mais c'est intéressant de savoir que même en 1969, les gens pouvaient croire que des créatures pouvaient venir de d'autres dimensions. Le prochain témoignage vient de 1920, donc plus de 100 ans en arrière, dans la région rurale de Détroit. Alors qu'un homme qui était en camion est tombé en panne, en fait l'homme a eu une crevaison, et bien évidemment, à cette époque, il n'y avait pas des stations-service à tous les coins de rue. Donc, c'était commun d'aller chez les autres, chez des inconnus, chercher de l'aide. C'est ce que l'homme a fait. Étant donné qu'il était dans une région rurale, il est allé à la première ferme qu'il a vue. Lorsqu'il a cogné, la personne qui lui a ouvert la porte a traumatisé notre protagoniste à jamais. La chose qui a ouvert la porte, eh bien, c'était tout simplement un loup ou un chien qui se tenait debout sur ses pattes arrière, littéralement un dogman. Et l'homme était évidemment pétrifié. Et la première chose que la créature a dit en anglais, c'était « Va-t'en, sinon je vais te tuer ». Et en anglais propre. Ici, le témoignage ne raconte pas si c'était télépathique ou si ça sortait littéralement de la gueule de l'animal.
Mais l'homme, évidemment, n'est pas resté pour voir plus longtemps. Il est retourné dans sa camionnette et il a conduit jusqu'à chez lui avec une crevaison. Mon questionnement ici est comment physiologiquement c'est possible à un canidé de parler en anglais ou en toute autre langue? Je veux dire, comment c'est possible qu'il puisse prononcer les mots avec une gueule de loup? On sait que les chiens et les loups sont souvent capables d'imiter quelques mots, du moins c'est une illusion qu'on a, mais de là à parler une phrase complète en anglais propre, c'est-à-dire sans grognement, sans vraiment sortir comme un humain, c'est très difficile à concevoir. Quoique rencontrer un dogman en tant que tel, c'est difficile à concevoir, comme j'ai dit dans l'intro, et pourtant des milliers de gens à travers le monde ont ces rencontres. Donc, qui suis-je pour juger? Peut-être aussi que c'était télépathique et l'homme a cru que l'animal avait bien parlé avec sa gueule. Comment sommes-nous au courant de ce témoignage qui s'est produit en 1920? Eh bien, c'est la petite fille de l'homme en question qui a raconté cette histoire à Linda Guthrie en 2012. Bien évidemment, la petite fille est une adulte et elle a raconté que son grand-père était très sérieux lorsqu'il racontait cette histoire et qu'il croyait sincèrement ce qui s'est produit, c'est-à-dire qu'un homme chien, un dogman, lui a ouvert la porte et l'aurait menacé. Le prochain témoignage est assez unique en son genre. Et de plus, il s'est produit en Pennsylvanie. Et si vous avez écouté certaines de mes vidéos, eh bien, vous avez certainement entendu le nom Pennsylvanie revenir souvent. On dirait que les phénomènes paranormaux semblent très à l'aise dans cet endroit. Tard le soir, en 1994, Michael Moran conduit sur l'Interstate 81 qui traverse la Pennsylvanie. Il est accompagné de sa femme et se rend voir son père, puisque ça fait un certain temps qu'il ne l'a pas vu. Alors qu'il conduit, Michael aperçoit une lueur, une lumière qui se situe loin en avant de lui, dans la forêt, et qui semble se diriger vers l'autoroute. Intrigué par la provenance de cette étrange lumière, Michael va se demander qu'est-ce que ça peut bien être. Il va venir à la conclusion que c'est probablement quelqu'un, un des locaux, qui se trouve sur son VTT et qui traverse le bois et qui va aussi traverser l'autoroute sur laquelle Michael conduit. En même temps, là où la lumière semble se diriger vers l'autoroute, il y a une petite butte, une petite pente. Donc, si le VTT était pour passer là, eh bien, il allait tomber sur l'autoroute. Alors, Michael a peur que lorsqu'il va arriver à la hauteur de cette chose, de cette lumière, qu'en fait, il va assister à un accident de VTT. Mais lorsqu'il arrive, il voit que la lumière réussit d'elle-même à descendre cette petite butte, cette petite colline, sans problème. Et lorsqu'il arrive devant la lumière, eh bien, en réalité, ce n'est pas une lumière, mais un dogman qui produit sa propre lumière. Oui, oui, un dogman sans queue, qui semble non plus ne pas avoir de fourrure et qui a bien une tête de chien, pas de loup qu'il va décrire un peu plus tard, Michael, mais bien une tête de chien et qui court et en 3 bonds réussit à passer par-dessus l'autoroute et à continuer sa lancée vers la forêt de l'autre côté de l'autoroute, de l'autre côté où se situe la voiture de Michael. Bien évidemment, Michael est perplexe par ce qu'il vient de voir et il se retourne vers sa femme et lui demande « Est-ce que tu as vu ce que j'ai vu? » Et sa femme acquiesce. Elle répond « Oui, c'était un homme-chien qui courait. » Michael va décrire l'homme-chien comme étant grand au moins 2 mètres, mais beaucoup plus que 2 mètres selon lui, et pesant plus de 300 livres, extrêmement musclé et qui semblait très à l'aise de courir sur ses 2 pattes arrière, comme si ça avait toujours été le cas, comme si l'animal, la créature, était très, très, très accommodé de traverser les autoroutes en utilisant ses pattes arrière et non 4 pattes comme on verrait un chien ou un loup le faire habituellement. Lui et sa femme vont aussi dire que la créature produisait sa propre lumière. La lumière qui émanait un genre de bleu, gris, blanc, eh bien, ça provenait de la créature elle-même. Et je sais ici, mes images ne font pas vraiment honneur à la créature puisque la créature ne semblait pas avoir de fourrure ni de queue.
Michael et sa femme n'ont jamais parlé de leur observation à qui que ce soit. Ils n'en ont même pas parlé au père de Michael qu'ils ont visité cette nuit-là. Parce que très franchement, qui les aurait crus? Et c'est ce que Michael et sa femme se sont dit. Personne ne va les croire. Mais quelques années plus tard, dans les années 2000, lorsque le sujet du Dogman est devenu populaire, eh bien, ils ont raconté leur témoignage à Linda Godfrey. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on est au courant de ce qu'ils ont pu observer en Pennsylvanie cette nuit de 1994. C'est quand même assez inusité, cette rencontre avec un Dogman qui, lui, ou qui semble avoir sa propre lumière. La seule autre instance où j'ai vu ce genre de lumière sur une créature, eh bien, c'est sur les Bigfoot. Certains témoignages disent que les Bigfoot eh bien, peuvent avoir leur propre lumière. Ils dégagent leur propre lumière, comme un bleu ou un blanc incandescent. Le but de la vidéo aujourd'hui était de montrer que les observations de Dogman peuvent être aussi de la haute étrangeté. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui aperçoit un Dogman dans le bois et qui se sauve, mais ici, ce sont des créatures ou des entités qui semblent appartenir à une autre dimension, comme si certains n'avaient pas tout à fait encore maîtrisé l'aspect physique d'être dans notre dimension. Justement, j'en ai pas parlé dans la vidéo. Peut-être que je vais faire une vidéo complètement dédiée à ces deux femmes, mais il y a deux sœurs qui vivent très près l'une de l'autre et qui, eux, ont aussi eu des rencontres avec le Dogman assez inusitées. Mais avant d'avoir la rencontre avec des Dogman, eh bien, dans leur maison, il y a eu de l'activité poltergeist, des esprits frappeurs. Ils ont vu des lumières tomber du toit, des lumières qui s'évaporent. Ils ont vu plein de choses étranges. Et lorsqu'elles ont observé le Dogman, ils arrivaient en voiture et ils ont vu une ombre de Dogman, mais les phares de la voiture éclairaient la créature et elle semblait tout simplement être une ombre, comme si elle venait d'une autre dimension. Les deux sœurs ont vu la même chose à des endroits différents, comme si la créature n'était pas tout à fait encore dans notre dimension, comme si elle n'avait pas fini d'être téléchargée. Alors, je vois ça ici comme de la haute étrangeté, qui s'apparente beaucoup à ma vidéo que j'ai fait, mais en deux parties, sur le phénomène du Bigfoot, et que ça fait partie de la haute étrangeté. Alors, je crois aussi que le phénomène du Dogman appartient à la haute étrangeté, même si certaines rencontres peuvent être banales, et je sais que ce n'est jamais banal de rencontrer un Dogman ou d'avoir une observation de Dogman, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une grande différence entre voir une créature qui semble inconnue manger un animal sur le bord de la route et voir une créature qui semble deux dimensions ou qui semble avoir sa propre lumière, qui émane sa propre lumière. Les deux choses sont quand même assez différentes. C'est pourquoi que je dis que c'est de la haute étrangeté, que le Dogman fait partie de la haute étrangeté, peu importe son observation. Eh bien, merci de vous être rendu jusqu'à la fin de la vidéo. Cette vidéo, eh bien, est en primeur pour les membres de ma chaîne. J'en ai pas beaucoup, mais c'est pas grave. Même si j'avais eu seulement un membre, j'aurais fait une vidéo qui était dédiée aux membres. Et eh bien, j'ai appris une nouvelle expression que j'aime bien, quoique c'est pas une belle expression, c'est une expression française. Et vous allez voir, c'est ce que je vais vous demander à la fin. Je vous demande souvent, est-ce que vous croyez les témoignages ici ou est-ce que vous croyez que ce sont tous des gros mythos? Moi, j'aime l'expression gros mythos, mou du slip. J'apprends plein de nouvelles expressions. J'adore. Alors, ma question est légitime. Est-ce que vous croyez que les témoignages que vous avez entendus aujourd'hui, eh bien, ce sont des témoins qui souffrent de gros mythos? Ce sont des gros mythos ou est-ce que vous croyez, sincèrement, que les observations et les témoignages aujourd'hui, eh bien, ce sont des cas qui pourraient être, semble-t-il, réels? Je vous laisse la parole dans les commentaires et j'ai très hâte de lire les commentaires. Merci encore une fois de vous être rendu jusqu'à la fin de la vidéo et je vous souhaite une très bonne journée, peu importe où vous êtes dans le monde. À la prochaine!